Bonjour tout le monde. On va essayer de terminer le chapitre sur la physiologie endocrinienne par la fonction de reproduction. Cette première séance sera consacrée pour la fonction de reproduction chez l'homme. Donc, on parlera de la fonction gonadique masculine. Alors, en introduction, il faut savoir que les testicules, bien sûr qui sont au nombre de 2, sont les organes reproducteurs principaux chez l'homme. Donc, il y a d'autres glandes, il y a d'autres organes sexuels, mais il faut savoir que ce sont les testicules qui sont les principaux organes reproducteurs de l'homme. Et il s'agit d'une glande mixte, donc le testicule, c'est une glande mixte. Elle est formée à la fois d'un contingent endocrine et d'un contingent exocrine. Sachant que la fonction exocrine est représentée par la spermatogenèse, c'est-à-dire la fonction exocrine du testicule, se résume en la spermatogenèse, c'est-à-dire c'est la synthèse des spermatozoïdes. Tandis que la fonction endocrine a pour but la production de nombreuses hormones, dont le chef de file de ces hormones, c'est bien entendu la testostérone, qui est l'hormone masculine par excellence. Donc, on a une fonction exocrine, une fonction endocrine. Ce qui caractérise cette fonction de reproduction chez l'homme, c'est que le système génital de l'homme, donc, elle fonctionne depuis la puberté jusqu'à la fin de la vie. Donc, il n'y a pas de limite pour le fonctionnement du système génital de l'homme, contrairement à celui de la femme. Quand on va faire la reproduction chez la femme, vous allez voir que le système reproducteur chez la femme, il démarre à partir de la puberté, mais elle a quand même une fin. Donc, c'est au cours de la ménopause, à un certain âge, vers 45-55 ans. Donc, le fonctionnement génital de la femme n'est plus. Par contre, chez l'homme, le fonctionnement dure jusqu'à la fin de la vie. Comme rappel anatomique, on va parler un peu des testicules, sachant que chaque testicule est subdivisé en lobules. Donc, on a à peu près 200 à 300 lobules. Et chaque lobule contient de nombreux tubes très fins. Ces tubes-là sont nommés les tubes séminifères. Donc, la fonction de ces canaux plus larges, c'est bien entendu d'envoyer les spermatozoïdes dans l'épididyme. L'épididyme, c'est la structure qui a une forme de virgule, à partir duquel le conduit déférent s'étend vers le haut et passe dans le canal inguinal pour entrer dans la cavité pelvienne et puis se courbe en dessus de la face supérieure de la vessie. L'extrémité donc du conduit déférent est abouchée au conduit éjaculateur. Ensuite, les deux conduits éjaculateurs pénètrent dans la prostate et s'unissent à l'urètre. Ça, c'est pour le testicule. Donc, à côté du testicule, il y a des glandes annexes qui sont les deux vésicules séminales, la prostate et les deux glandes bulbo-urétrales. Ces glandes annexes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont produire la majeure partie du plasma spermatique, c'est-à-dire le liquide qui sert de milieu de transport aux spermatozoïdes. Donc, si on réunit le plasma spermatique avec les spermatozoïdes, on va obtenir le sperme. D'accord? Voilà. Sur le plan histologique, le testicule est formé de deux principaux compartiments. Donc, on a les cellules de Leydig qui appartiennent au compartiment interstitiel et qui représentent uniquement 5% du volume testiculaire. Ces cellules de Leydig sont responsables de, si vous voulez, de la fonction endocrine. Donc, c'est elles qui sécrètent les stéroïdes sexuels, principalement des androgènes, bien entendu, comme principal androgène, c'est la testostérone.
et on peut rajouter l'androsténidium. Accessoirement, il y a des oestrogènes, même chez l'homme, c'est le fameux oestradiol. Donc ça, c'est le premier compartiment. Le deuxième compartiment, ce sont les tubes séminifères qui sont formés de cellules germinales dans tous les stades de leur différenciation en spermatozoïdes, ainsi que des cellules de soutien qu'on appelle les cellules de Sertoli. Ces cellules de Sertoli fournissent une aide cruciale à la spermatogenèse. Donc, les cellules de Sertoli soutiennent la spermatogenèse en exerçant un rôle mécanique, un rôle de protection et nutritif, et en intervenant également dans la livraison des spermatozoïdes matures dans la lumière des tubes. Voilà une diapo qui récapitule à peu près la structure du testicule. Vous avez donc cette organisation en lobules, donc plusieurs lobules. Chaque lobule est composé donc de tubes très fins, ce sont les tubes séminifères qui rejoignent le rete testis, donc voilà, et ce rete testis, donc ensuite va donner naissance à l'épididie. Donc cette structure-là en forme de virgule qui s'étend par le canal déférent qui rejoint ensuite via le canal inguinal la cavité pelvienne pour redescendre ensuite dans la prostate avec les canaux éjaculateurs qui rejoint l'urètre. Donc voilà pour tout ce qui rappelle. On va d'abord traiter la fonction exocrine du testicule. Ensuite, c'est la fonction endocrine. Pour la fonction exocrine, elle consiste en la spermatogenèse. Qui dit fonction exocrine dit spermatogenèse. C'est quoi la spermatogenèse? C'est un processus complexe par lequel les spermatogonies, qui sont des cellules germinales primaires et relativement peu différenciées et diploïdes, ça veut dire contenant l'assortissement complet de 46 chromosomes, vont proliférer et ensuite transformer en spermatozoïdes mobiles qui sont extrêmement différenciés et spécialisés, contenant chacun un contingent haploïde de 23 chromosomes. D'accord? Donc, qui dit la spermatogenèse, donc c'est la transformation des spermatogonies en spermatozoïdes matures. D'accord? Sachant que cette transformation se fait via plusieurs étapes. Et ces étapes-là sont au nombre de 5. Et à partir d'une cellule d'origine qu'on appelle la cellule germinale ou le spermatogonie, donc ces étapes-là conduisent à la formation de 4 spermatozoïdes matures. Commençons par le premier stade qui est le stade de multiplication. Donc ici, les cellules germinales qui sont des cellules peu différenciées, on les appelle spermatogonies et se placent en périphérie du tube séminifère. Elles sont nombreuses et vont se multiplier par des mitoses successives et contiennent toujours 46 chromosomes. Donc la première étape, c'est juste la multiplication, c'est l'augmentation du nombre par des mitoses successives et les cellules obtenues sont toujours des spermatogonies avec 46 chromosomes toujours. Le deuxième stade, c'est le stade de l'accroissement. Maintenant, ces spermatogonies donc, qui ont augmenté leur nombre et vont augmenter leur volume, si vous voulez. Chaque spermatogonie augmente son volume. Alors, chaque spermatogonie devient une grosse cellule qu'on nomme à partir de cela le spermatocyte 1. Donc, on ne parle plus de spermatogonie maintenant à ce stade, mais on parle de spermatocyte 1 qui contiennent toujours 46 chromosomes, mais l'ADN est dédoublé, ce qui explique l'augmentation du volume de la cellule. Le troisième stade, c'est bien le stade de la réduction chromatique ou bien la méiose. Le spermatocyte 1 obtenu après les 2 premières étapes va se diviser et cette étape se distingue de la mitose. Donc, ce n'est plus la mitose, mais on va obtenir 2 cellules filles qu'on appelle les spermatocytes 2, mais qui ne possèdent pas les 46 chromosomes, mais juste la moitié du nombre de chromosomes, soit 23 chromosomes. C'est pour ça qu'on parle d'un stade de réduction chromatique. Vient ensuite le stade de la maturation, où une deuxième division méiotique se produit à partir de chaque spermatocyte 2, de nouveau 2 cellules filles pour chaque spermatocyte 2 contenant chacune 23 chromosomes. Donc, vous voyez, donc c'est une deuxième division, mais il s'agit de la mitose. Dans ce cas-là, donc ces cellules filles, on les appelle les spermatides. Donc, à partir
d'une seule cellule spermatocyte 1, on a obtenu deux spermatocytes 2 qui vont donner chacune deux spermatides. Donc, au total, on aura 4 spermatides. Le stade de la spermiohistogenèse, donc qui est le dernier stade, correspond à la transformation de ces spermatides en des spermatozoïdes matures par remodelage cellulaire. Ici, la cellule elle va s'allonger de plus en plus pour former la tête du spermatozoïde qui contient toute l'information génétique portée par l'ADN. Et en même temps, cette tête, elle s'effile et se coiffe d'une espèce de capsule. Donc, il sera entouré d'une capsule qu'on appelle acrosome. Et cet acrosome possède un capital enzymatique très important qui va intervenir lors de la rencontre de l'ovule. C'est-à-dire quand le spermatozoïde va rencontrer l'ovule, donc il aura tout un équipement enzymatique afin donc de pénétrer cet ovule, donc de pénétrer à l'intérieur. À côté de la tête, donc on a également la deuxième structure donc, de ce spermatide, donc c'est bien le flagelle qui se forme et qui contient des filaments contractiles qui sont capables de faire déplacer les spermatozoïdes à une vitesse de 2 à 4 mm par seconde. Voilà, donc à partir d'une seule cellule, donc on a pu former 4 spermatozoïdes matures, sachant qu'il faut environ 60 jours, à peu près 2 mois, pour former un spermatozoïde à partir d'un spermatocyte 1. Mais chaque jour, l'homme est capable de fabriquer plusieurs centaines de millions de spermatozoïdes. Ça, c'est une diapo qui récapitule tout ce qu'on vient de dire. Donc, vous avez ici les tubes séminifères. Donc, si on prend à la périphérie donc, de ces tubes séminifères, on a les cellules souches qu'on appelle les spermatogonies, ou bien spermatogonies A, d'accord, qui reste près de la membrane basale et devient une cellule souche. Donc, ces spermatogonies vont subir au premier lieu des mitoses juste pour augmenter leur nombre, donnant de spermatogonie B, si vous voulez, qui, après croissance, vont donner les spermatocytes primaire, donc c'est le spermatocyte 1, toujours avec 2 N, c'est-à-dire avec 46 chromosomes. Et ces spermatocytes primaires donc, vont subir la première division de la méiose donc, pour donner des spermatocytes secondaires avec N chromosomes uniquement, qui à leur tour vont se diviser par mitose et donner pour chacune 2 spermatides. Donc, c'est le début de la transformation. Les spermatides, donc ici en pleine transformation, ils vont à subir un remodelage donc, où il y a formation, donc apparition d'une tête et apparition donc d'un flagelle donc, qui va permettre le déplacement des spermatozoïdes. Voilà un spermatozoïde mature. Donc, on a 4 spermatozoïdes à partir d'une seule cellule spermatocyte 1. Voilà, ça, c'est la fonction exocrine. On va la terminer par un mot sur son contrôle, sachant que cette fonction exocrine du testicule est étroitement dépendante de l'axe hypothalamo-hypophyso-testiculaire. Donc, on a comme hormone hypothalamique la GnRH pour gonadotropin releasing hormone. On a les hormones hypophysaires, c'est la fameuse FSH et LH pour follicular stimulating hormone et luteinizing hormone. Et on a comme hormone testiculaire la testostérone. Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, on a la FSH hypophysaire qui stimule les cellules de Sertoli. On a dit les cellules de Sertoli, ce sont les cellules de soutien, augmentant ainsi leur activité mitotique, c'est-à-dire leur nombre et leur maturation. Ça, c'est la FSH. La testostérone est aussi indispensable à la spermatogenèse, car les cellules de Sertoli, qui sont des cellules de soutien, possèdent également des récepteurs pour la testostérone, en plus des récepteurs à la FSH. La testostérone, comment il fait? Il diffuse à travers la membrane basale vers les cellules de Sertoli. Et il faut une concentration très importante, trop élevée, à peu près 100 fois supérieure à la concentration plasmatique, pour assurer une spermatogenèse normale. Ensuite, sous l'effet donc de la testostérone et de la FSH, la cellule de Sertoli va sécréter une protéine de transport qu'on appelle l'ABP pour androgen binding globulin, qui est analogue à la
SBG circulant, c'est-à-dire sex binding globulin circulant. Donc, cette protéine de transport, donc, il module le passage des hormones sexuelles vers les cellules germinales. Donc, nous sommes toujours à l'intérieur du testicule. Donc, les cellules de Sertoli, sous l'action de la testostérone et de la FSH, vont produire de l'ABP, donc une protéine de transport qui module le passage des hormones sexuelles dans les cellules germinales. Donc, vous allez voir que la fonction endocrine est essentielle, est indispensable à la fonction exocrine. D'accord? Donc, ce sont les deux fonctions qui se complètent. Voilà, passons maintenant à cette fonction endocrine du testicule. Cette dernière doit être distinguée en fonction des âges de la vie. Sachant qu'au cours de la vie fœtale, le testicule permet la différenciation masculine de l'embryon. Donc, c'est grâce au testicule, donc par la testostérone. Donc, il y a une différenciation masculine de l'embryon, donc formation des organes génitaux masculins. Au moment de la puberté, donc le testicule permet le développement des caractères sexuels secondaires mâles et le démarrage de la spermatogenèse. Donc, on vient de parler de la spermatogenèse. On sait maintenant que la testostérone est indispensable pour le déroulement d'une bonne spermatogenèse. La fonction endocrine du testicule se poursuit ensuite tout au long de la vie. Cela conclut que le testicule endocrine ne reste quiescent, ne reste en repos que pendant les années qui séparent la période postnatale de la période pré-pubertaire. D'accord? Donc, il n'y a pas de ménopause chez l'homme. Donc, contrairement à la femme, on a dit le fonctionnement s'arrête à partir d'un certain âge, vers environ 45 jusqu'à 55 ans dans l'état normal. Donc, cette fonction endocrine du testicule consiste, bien entendu, à la synthèse des hormones. Donc, ces hormones testiculaires, ce sont des stéroïdes et le chef de file de ces hormones, c'est bien la testostérone. Donc, on va assurer l'étude de la testostérone. La testostérone, c'est la principale stéroïde c'est le principal stéroïde sécrété par le testicule, tant en quantité qu'en activité biologique. La production quotidienne de la testostérone est de l'ordre de 5 à 6 mg par 24 heures. Ensuite, les organes sexuels, elle contient une enzyme qu'on appelle la 5-alpha-réductase qui convertit la testostérone en dihydrotestostérone. La dihydrotestostérone, c'est l'androgène actif au niveau périphérique. D'accord? Donc, on a la testostérone qui circule dans le plasma, mais une fois dans les organes cibles, dans les organes sexuels notamment, donc on trouve une enzyme qui est la 5-alpha-réductase qui transforme la testostérone en dihydrotestostérone. Par conséquent, les inhibiteurs donc, de cette enzyme 5-alpha-réductase sont utilisés d'ailleurs dans le traitement, par exemple, de l'hypertrophie bénigne de la prostate, car ils bloquent l'activation de la testostérone en dihydrotestostérone dans la prostate. Donc, quand vous avez une hypertrophie de la prostate, donc pour réduire cette trophicité, donc on va bloquer l'action de la testostérone. Et pour la bloquer, donc on donne les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, car la testostérone au niveau des tissus, au niveau de la prostate plus précisément ici, donc il est transformé en DHT. Et c'est la DHT donc, qui est l'hormone active au niveau périphérique. Donc, on va la bloquer par la 5-alpha-réductase et on va régler cette hypertrophie de la prostate. Synthèse de la testostérone. Donc, la testostérone, il dérive du cholestérol. Et on a plusieurs enzymes qui interviennent. Ça, c'est de la biochimie. Donc, je sais que vous avez fait bien donc, le cours de biochimie sur la biosynthèse des hormones. Sachant que cette biosynthèse passe par deux voies possibles. Donc, l'une via la progestérone et l'autre via la dihydroépiandrostérone. C'est ce qui est résumé sur cette diapo-là. Donc, ça, c'est beaucoup plus biochimie que physiologie. On passe au métabolisme de la testostérone avant donc, de s'attarder un peu sur ses actions. Donc, la sécrétion de la testostérone s'opère selon un rythme circadien. Donc, c'est comme le cortisol. Donc, la sécrétion de la testostérone se fait d'une façon nectémérale, donc c'est-à-dire la concentration plasmatique
diffère selon dans la journée par rapport à la nuit. Donc, on trouve 25% de la sécrétion plasmatique plus élevée à 8 heures qu'à 20 heures. D'accord? Donc, la sécrétion est maximale le matin et non pas le soir. Dans la circulation, la testostérone il est liée à une protéine spécifique qui est la SBP pour Sex Binding Globulin, appelée également TEBG pour Testosterone Binding Globulin, dans 60% des cas. Et se trouve également liée dans 38% des cas à l'albumine et uniquement 2% qui circulent se forment non liées, donc se forment libres et donc responsable de l'activité biologique de l'hormone, ainsi que seule la fraction libre de l'hormone qui est biologiquement active. Le catabolisme de la testostérone se fait selon 3 voies différentes. Donc, on a la voie des 17 cytostéroïdes par le foie, qui est de loin la plus importante en termes quantitatifs. C'est-à-dire, on transforme la testostérone en 17 cytostéroïdes. Et ensuite, il y a la deuxième voie, c'est la voie de la dihydrotestostérone, donc, et les androsténidiols dans les tissus cibles, les androgènes. Et le 1%, il est excrété sous forme de glucuronoconjugué dans les urines. Passons maintenant aux actions de la testostérone. D'abord, avant la naissance, c'est la testostérone qui masculinise le tract génital et les organes génitaux externes. Il favorise également la descente des testicules dans le scrotum ou bien la bourse. Sur les tissus spécifiques sexuels, donc c'est la testostérone qui entraîne la croissance et la maturation du système reproducteur à la puberté. La testostérone est essentielle pour la spermatogenèse, on vient de le dire. Ensuite, elle permet d'entretenir le tractus génital pendant la vie adulte. Autre effet sur la reproduction, c'est la stimulation de la libido à la puberté, c'est le contrôle de la sécrétion des hormones gonadotropes, bien sûr par effet rétrocontrôle. Sur les caractères sexuels secondaires, la testostérone permet l'apparition de la pilosité masculine, donc notamment la barbe, les moustaches, etc. Il entraîne également une mue de la voix, c'est-à-dire la voix il va devenir rauque, donc très dur, et cela par épaississement des cordes vocales. Donc, c'est ce qui fait reconnaître la puberté chez le garçon, si vous voulez. Donc, c'est quand sa voix commence à devenir épaisse, ça veut dire donc ses organes sont imprégnés par la testostérone, et donc, il est en puberté. Donc, développement musculaire responsable du morphotype masculin. Donc, on a dit que la testostérone est une hormone anabolisante. Donc, elle permet le développement de la musculature qui définit donc le morphotype masculin. Autres actions à part la reproduction, donc voilà, c'est la stimulation de l'anabolisme protéique, c'est la croissance et soudure des cartilages de conjugaison à la puberté, c'est la tendance au comportement agressif. Dans certains tissus, la testostérone, elle est également aromatisée en œstradiol. Et cet œstradiol aura ses effets propres. Par exemple, l'action minéralisante de la testostérone sur l'os se ferait après conversion locale en œstradiol. Terminons par la régulation de la fonction endocrine. Donc, vous savez que le développement et le fonctionnement du testicule est sous le contrôle de hormones hypophysaires. Ces hormones hypophysaires, elles-mêmes contrôlées par une hormone hypothalamique. Les hormones hypophysaires, on les appelle gonadostimuline, sachant qu'il y a deux groupes. Donc, il y a la FSH et la LH. L'hormone hypothalamique, c'est la gonadolibérine, donc c'est la GnRH. Ainsi, la FSH et la LH exercent chacune leurs propres actions, où la FSH stimule la croissance des tubes séminifères et la spermatogenèse, donc, par l'intermédiaire des cellules de Sertoli. Donc, si vous voulez, donc la FSH s'occupe beaucoup donc, de la fonction exocrine, beaucoup plus, tandis que la LH stimule la sécrétion des hormones, notamment la testostérone, en agissant directement sur la cellule de Leydig.
Contrairement à ce qui est observé chez la femme, donc on observe chez la femme un fonctionnement cyclique, il n'y a pas de fonctionnement cyclique chez l'homme pour la sécrétion de FSH et de LH, mais leur concentration plasmatique moyenne reste constante d'un jour à l'autre. C'est pas comme chez la femme, donc on va traiter ça quand on fera la fonction de reproduction chez la femme. Il existe en effet, comme dans de nombreuses chaînes hormonales, bien sûr, un rétrocontrôle exercé sur ces hormones, mais il faut savoir que le rétrocontrôle est réalisé de deux façons. Donc, lorsque le taux de la testostérone sanguine parvient à un seuil suffisant, bien sûr, il va exercer un effet inhibiteur sur la synthèse des hormones hypophysaires, en particulier sur la LH. D'accord. Mais en même temps, le testicule sécrète une deuxième hormone qui est spécifique uniquement du rétrocontrôle de la FSH, donc sans toucher à la LH. Cette hormone, on l'appelle inhibine. Donc l'inhibine, elle est sécrétée par les cellules de Sertoli et elle a la capacité d'inhiber de façon sélective la sécrétion de FSH sans atteindre la sécrétion de la LH. Voilà cette diapo qui récapitule la régulation. Donc, vous avez à partir donc, de l'hypothalamus qui sécrète la gonadolibérine qui va agir sur l'hypophyse antérieure et à la fois sur les cellules sécrétrices de FSH et les cellules sécrétrices de LH. Donc, ces dernières vont libérer la FSH d'un côté et la LH de l'autre côté. Donc, FSH va surtout agir sur les cellules de Sertoli pour d'un côté produire ou bien soutenir la spermatogenèse, donc la fonction exocrine, mais en même temps produire une hormone spécifique qui est l'inhibine, qui assure un rétrocontrôle uniquement sur la FSH. La LH par contre va agir directement sur les cellules de Leydig, donc, et ces dernières vont libérer de la testostérone, et la testostérone va assurer le rétrocontrôle négatif sur la LH, mais en même temps, il intervient dans la spermatogenèse car il a des récepteurs au niveau des cellules de Sertoli. Donc voilà pour la fonction de reproduction chez l'homme. Donc il nous reste le dernier cours qu'on va traiter mardi prochain, Inch'Allah. C'est la fonction de reproduction chez la femme. Je vous remercie.